Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va avoir un petit cours d'introduction à la robotique humanoïde. Alors on va aussi d'aller voir un petit peu tout ce qui est historique, utilité et un petit peu aussi ce qui est état de l'art. Enfin, un petit cours, elle va être un petit peu longue cette vidéo, étant donné que j'ai pas voulu la couper pour rester cohérent. Donc voilà, donc j'espère que vous allez apprécier, et puis je vais commencer tout de suite. Donc on va d'abord faire une petite introduction à ce qu'est la robotique en général, avant de parler vraiment de la robotique humanoïde. Donc le mot robot, en fait, il est apparu pour la première fois en 1921 dans la pièce de Rossum Universal Robots. Et en fait, c'est un mot qui vient du mot tchèque robota, qui veut dire travail, besogne ou corvée. Donc voilà, vous avez la. Donc vous verrez, il y a plusieurs sources dans la vidéo. Donc par exemple, ça vient de Wikipédia. Donc si on veut donner une définition un peu plus, on va dire, scientifique ou technique, en fait un robot c'est un dispositif mécatronique qui allie à la fois de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique, qui permet d'accomplir automatiquement des tâches qui peuvent être dangereuses, pénibles ou répétitives, voire impossibles pour les êtres humains. Ou alors des tâches plus simples mais en réalisant un petit peu mieux, notamment plus vite, que ce que ferait un être humain. Alors un petit peu d'historique sur les robots, on va peu assimiler le premier robot, ou en tout cas l'un des premiers robots, à Léonard de Vinci, qui a créé un lion un peu automatisé, qui avançait un petit peu comme ça, donc il y a une réplique qui a été faite de nos jours. Vous pouvez trouver une vidéo sur internet si vous voulez. Ensuite, voilà, dans le 18e siècle, on a tout ce qui est les automates, voilà, les premiers automates qui jouent du piano, qui écrivent des choses comme ça. Et on a vraiment les premiers robots industriels, on sens où on l'entend aujourd'hui, qui arrivent donc dans les industries autour des années 60. Donc en 1961, on a les premiers robots qui arrivent. En 1973, on a le premier robot humanoïde de grande taille, Wabot, qui a été conçu au Japon. Je reviendrai un petit peu dessus après. Et en 2004, on a le robot Asimo, qui est le premier à courir. Alors, courir, c'est un bien grand mot, qui se déplace avec une phase de vol de 50 millisecondes. Donc, depuis, c'est un petit peu amélioré. Mais voilà un petit peu l'effet marquant. Alors, vous trouvez plus d'infos sur l'histoire de la robotique sur le site de Gotronic. Encore une fois, j'essaie juste de donner quelques points. On pourrait faire des heures et des heures sur l'historique de la robotique, c'est pas le but ici. Donc on peut différencier différents types de robots. Donc tout d'abord on a tout ce qui est robots manipulateurs, qui sont ancrés au sol, dont la structure est un petit peu parallèle, enfin série pardon, l'articulation après l'autre, qui permet de faire généralement des tâches de pick and place dans l'industrie. On a les robots humanoïdes ou les robots à pattes, je vais un peu les mettre ensemble ici. On a tout ce qui est robot mobile, donc ça c'est quelque chose qu'on essaie d'avoir, enfin qui est un peu le vent en poupe aussi en ce moment, c'est le véhicule autonome, le véhicule intelligent. C'est un peu être vu comme un robot et un robot mobile ici. Donc même les drones, c'est des robots aériens, tout ce qui est robots sous-marins, et une catégorie un petit peu à part aussi, qui sont les robots parallèles, où là aussi pour l'industrie pour faire des pick and place, notamment la grosse différence par rapport aux robots manipulateurs, c'est qu'ils sont beaucoup plus rapides. Donc ici, nous, on va s'intéresser aux robots humanoïdes. Donc je vais essayer de détailler un petit peu plus ce qu'est un robot humanoïde. Donc d'abord, un robot humanoïde, c'est un robot dont l'apparence générale rappelle celle d'un corps humain. Vous pouvez un petit peu s'en douter. Alors généralement, en fait, ils ont un torse avec une tête et deux bras. Certains ont des jambes, mais pas tous, en fait. On peut avoir des robots de plusieurs tailles. Des petits robots, des grands robots comme le Gundam au Japon en ce moment qui fait plusieurs mètres, je crois qu'il est à 10 mètres de hauteur. Voilà. Alors certains de ces robots en fait peuvent avoir un visage expressif avec des yeux, une bouche, ou alors ne serait-ce qu'une tête fermée, enfin sans aucune expression. Donc tout ça on peut le qualifier de robot humanoïde. On va faire une petite historique, encore une fois, je rappelle que voilà, si je veux pas être exhaustif, c'est vraiment donner quelques points clés, en plus un petit peu chauvin, dans des points clés qui s'apparentent à la robotique humanoïde telle qu'on l'a perçue en France. Voilà. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, en 73, on a le premier robot humanoïde de grande taille, Wabot. Vous avez le petit lien si vous voulez aller voir un peu plus l'historique, qui a été fait au Japon. Alors Honda a commencé à développer ses premiers robots
en 86. Donc il y a eu plusieurs séries. En fait, il y a eu les EX comme expérimental, les PX comme prototype, et après les différentes versions d'Asimov. Donc vous avez ici en 86 la première version là, qui se contentait en fait d'avoir juste, qui s'intéressait principalement à la locomotion, et jusqu'au dernier Asimov, enfin l'un des derniers puisqu'il y en a encore d'autres qui sont passés Paris après 2011. Donc ça c'est Honda qui s'est mis à développer des robots comme ça. Alors ce qui nous intéresse un petit peu plus en France, on verra après pourquoi. Vous avez également l'entreprise Kawada qui s'est mis en lien avec l'AIST, qui est l'équivalent du CNRS français, pour le projet HRP, donc entre 97 et 2010, même un petit peu, vu qu'ils ont sorti une nouvelle version. Donc il y a donné plusieurs versions du robot HRP. Donc vous avez le HRP2P ici. Ensuite en 2002, il y a eu le HRP2, le HRP3, P pour prototype. Hein. Le HRP3, donc qui était vraiment destiné à faire de l'industrie, il était waterproof, etc. Le HRP4C, donc cybernétique. Donc plus voilà, pour faire du divertissement, le HRP4 et une version en 2015 qui est sortie, le HRP2. Alors je ne lis pas le japonais, mais voilà, on trouve très peu d'infos sur cette version, mais elle apparaît dans certaines images. Donc voilà. Si vous voulez voir, vous pouvez suivre le lien exactement pour avoir plus d'infos. Et je vous expliquerai un petit peu après pourquoi ce projet qui a l'air japonais à 100%, il nous intéresse un peu plus en France, quand je ferai un peu l'historique français tout à l'heure. Et depuis 92, on a Boston Dynamics qui fait des robots à pattes et des robots humanoïdes, qui en fait encore. Donc il commençait avec le Big Dog, ensuite vous avez le Spot et puis l'Atlas pour tout ce qui est humanoïde. Il y a eu Petman, etc. aussi, donc ils sont assez actifs dessus. Donc Boston Dynamics qui a été une boîte qui a été rachetée par Google. Voilà, donc vous pouvez trouver plein d'infos encore une fois sur le lien ici. Alors j'ai essayé de faire une petite frise détaillée, je vous mets le lien ici. Vous pouvez m'envoyer des propositions pour que je la mette un peu plus à jour. Elle est vraiment très très succincte par rapport, je dirais pas aux milliers, mais au moins aux centaines de robots humanoïdes qui devaient exister un peu partout dans le monde. Donc vous pouvez, n'hésitez pas à m'envoyer des infos, j'essaierai de les rajouter à cette frise. Alors côté en France, un petit peu de chauvinisme. En 2006, en fait, une société, une start-up basée à Paris qui s'appelait Aldébaran Robotics qui a conçu le premier robot humanoïde français, Nao, en 2006. Donc depuis, cette boîte elle a été rachetée par SoftBank Robotics, qui est l'équivalent un peu d'Orange au Japon, donc fournisseur de fournisseur de téléphone, c'est SoftBank qui est fournisseur de téléphone, ils ont une groupe SoftBank Robotics, enfin bref. Donc en 2006, vous avez HRP2 qui est arrivé au LAS à Toulouse. Donc pourquoi maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi je vous explique un peu le projet HRP. Voilà, donc à un moment, on avait le Joint Robotics Laboratory, donc le laboratoire conjoint entre le Japon et la France. Donc une partie de ce laboratoire était au LAS à Toulouse, l'autre partie était à Tsukuba au Japon. Donc du coup, dans le cadre de cette partenariat, en fait, le LAS a réussi à faire venir le premier robot HRP2 sorti du Japon. Il est arrivé en France en 2006. À côté, pas très loin, là, quelques centaines de kilomètres, vous avez le robot Op3 qui est arrivé au LIRM, donc à Montpellier en 2007. En 2007 encore, il y a Nao donc, qui a été fondé, donc le robot que j'ai parlé juste avant, qui devient la plateforme standard pour la RoboCup. Donc la RoboCup, c'est une compétition de robots où il y a plusieurs catégories. Il y a des robots mobiles de plusieurs tailles. Pareil, des robots humanoïdes, petite, moyenne, grande taille. Et il y a un robot il y a une série où tout le monde s'affronte sur la même plateforme. Et cette plateforme, c'est le robot Nao. En 2012, donc Aldébaran, SoftBank a essayé de mettre en place le projet Romeo, donc en lien avec des laboratoires, etc. Romeo qui était destiné vraiment surtout à faire de l'aide à la personne. Donc ce projet, on n'a pas trop de nouvelles depuis, il est un petit peu au point mort. Voilà, donc c'est quand même il y a quand même des exemplaires qui ont été faits, notamment encore au LAS à Toulouse. A noter en 2012 un projet un petit peu spécial, donc moi ça me tient à cœur, les projets open source, donc le projet Poppy qui a été développé par des chercheurs de Bordeaux, de l'INRIA il me semble. Voilà, c'est un robot, vous avez tous les plans qui sont en ligne, à la fois les plans mécaniques, électroniques, etc. Vous pouvez tout télécharger gratuitement, commander les composants et imprimer les parties et avoir ce robot chez vous.
Alors je crois qu'il est estimé entre 4 et 8 000 euros pour le cloner. Mais voilà, tout est ouvert. Sachant que 4 et 8 000 euros, c'est pas super cher. Il y a une deuxième version de Poppy qui est sortie, je crois, un petit peu plus aboutie, puisque celle-là arrive à se tenir debout. La première, de mémoire, elle n'y arrivait pas. Donc en 2014, SoftBank Robotics, c'est le Aldebaran, sort le robot Pepper. Vraiment une demande du Japon pour les boutiques SoftBank. Donc ils voulaient vraiment avoir quelqu'un pour faire l'accueil aux personnes. Donc ils ont créé le robot Pepper un petit peu pour ça. En 2014, vous avez le robot HRP4 qui arrive au LIRM à Montpellier. On va dire un vestige du partenariat, sachant que le laboratoire français existe encore à Tsukuba. Donc, pour faire venir ce robot HRP4 à Montpellier. Et le dernier robot humanoïde de grande taille, à ma connaissance, qui est arrivé en France, c'est le robot Pyrène, qui est un partenariat avec l'entreprise PAL Robotics, qui est basée à Barcelone. Donc le robot a été fait un peu conjointement par PAL avec l'expertise du LAS. Donc ce robot est arrivé au LAS à Toulouse en 2017. Voilà, donc encore une fois la frise un petit peu détaillée. Si vous voulez plus d'infos ou si vous voulez compléter, n'hésitez pas à m'envoyer, j'essaierai de la mettre à jour. Voilà, maintenant on a vu en France, à l'étranger, il y a beaucoup de robots humanoïdes. Maintenant, à quoi ils peuvent servir ces robots? C'est un petit peu la question à laquelle je vais essayer de répondre. À quoi ils peuvent servir? Et on essaiera de finir par finalement qu'est-ce qu'ils arrivent à faire de nos jours. Donc il y a des expériences, on va dire, où les robots et les robots humanoïdes en plus particulier sont testés avec des enfants autistes. Donc en fait ils se sont aperçus un petit peu que un enfant autiste arrivait plus facilement à communiquer avec le robot qu'avec un être humain. Donc ils en ont déduit, ils ont mis des hypothèses comme quoi le fait que le robot n'émette pas d'émotion, ça perturbait pas l'enfant. Donc c'est une bonne application, je dirais, des robots. Donc voilà, traitement de l'autisme, c'est en cours, et voilà, ça utilise des robots et je pense que ça en utilisera de plus en plus. Alors, j'ai mis les exosquelettes pour l'aide au mouvement. Les exosquelettes, voilà, c'est la partie bipède de la robotique humanoïde. Voilà, comment on fait ça? Un petit peu, c'est un peu borderline sur est-ce qu'on le catégorise dans le robot humanoïde. Donc, j'ai voulu le mettre quand même. Donc, pour faire de l'aide au mouvement. Donc, par exemple, vous avez à gauche un robot ici, enfin un exosquelette qui a été mis sur une personne. Et donc, cette personne a pu accueillir, on va dire, sur son dos une autre personne, et ils ont fait comme ça la visite du Mont Saint-Michel. Donc le Mont Saint-Michel, pour ceux qui n'ont jamais fait, ça grimpe quand même pas mal. Et donc l'exosquelette a permis de faire ça. Et notamment aussi dans l'entreprise, vous avez des exosquelettes pour tout ce qui est aide à la posture, etc. Certains utilisent le mot tabouret un peu interactif. C'est-à-dire que voilà, quand vous le verrouillez, le système peut vous permettre de complètement vous reposer dessus. Voilà, c'est à la limite aussi, c'est ce qu'on appelle un COBO, Cooperation Robotics. Voilà, c'est dans l'industrie, c'est en cours de développement. Alors il y a tout ce qui est divertissement, vous avez HRP4C qui a clairement été fait pour ça, même si bon, il y a d'autres utilités qui ont été faites, qui permet de faire des danses, des choses comme ça. Vous pouvez trouver la vidéo entière où le robot il chante et danse. Alors chante, c'est du playback, hein. Danse, ça peut paraître assez simpliste, mais au niveau des mouvements et du contrôle, c'est quand même assez costaud. Alors, j'ai mis un autre robot, mais voilà, une des idées aussi des robots humanoïdes, c'est de faire de l'intervention en milieu fragile ou en milieu dangereux. Alors, surtout dangereux pour les humanoïdes, fragile pour les robots à pattes style hexapode. Voilà, notamment, bon là, c'est pas un robot à pattes, la photo, mais voilà, vous avez le robot ici, iRobot de chez Roomba, qui a été envoyé sur des opérations de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Actuellement, il y a peu de temps, en tout cas, il y a Spot qui va être envoyé du côté de Tchernobyl pour faire des relevés aussi. Spot, c'est le petit robot à 4 pattes de chez Boston Dynamics. Voilà, donc des utilités, bon, un peu moins ludiques que tout ce qui est divertissement, mais on va dire pratique. Là où on ne peut pas trop envoyer un humain parce que c'est dangereux, on peut essayer d'envoyer un robot humanoïde. Alors, à quoi ça va nous servir aussi demain? Donc ça, je dirais que c'est un petit peu des niches. En fait, il y a un problème des sociétés des civilisations, voilà, on va dire un petit peu développées, des sociétés développées,
c'est qu'ils ont un problème démographique, c'est que la population a vieilli de plus en plus. Donc si vous regardez un petit peu les prédictions d'âge du Japon et de la France à droite. Donc voilà, ils ont montré, voilà, il y a une étude de l'ONU qui date de 2000, elle date un petit peu, hein, mais bon, qui a constaté que le Japon en fait devrait augmenter son âge de départ à la retraite à 77 ans, ou alors accueillir 1 million d'immigrés par an entre 2000 et 2050 pour maintenir son ratio de dépendance, c'est-à-dire pour qu'il y ait suffisamment de jeunes personnes qui s'occupent des personnes un peu plus âgées. Donc le Japon n'a pas trop souhaité miser sur les immigrés, mais plutôt sur la robotique humanoïde pour un peu pallier à ça. Et c'est des solutions qui peuvent aussi, qui vont de plus en plus s'instaurer dans les pays un peu plus occidentaux. Voilà, donc juste un chiffre comme ça, hein. En France, l'INSEE elle estime qu'il y aura à peu près 26% des personnes de plus de 65 ans en 2050. Et donc plus de 15% qui auront plus de 75 ans. Donc voilà, donc ça fait quasiment une personne sur 4 qui aura plus de 65 ans. Alors à 65 ans, on peut encore faire plein de choses, hein. Mais voilà, disons quand même que la part des personnes qui ont besoin de soins ou d'aide à domicile dans ces personnes-là, elle est quand même assez importante. Donc on n'aura pas la main d'œuvre pour subvenir à tout le monde. Donc il y a une solution qui est la robotique de service, donc avoir un petit robot comme ça qui va vous aider à passer d'une chaise à votre lit ou des choses comme ça, ou tout simplement pour les personnes âgées qui physiquement vont bien, hein, c'est à lutter un peu contre l'isolement social, avoir un petit robot qui vous permet de faire une visio avec vos petits enfants, des choses comme ça, ça peut toujours être aidé. Donc voilà, ça c'est des utilités, enfin un grand enjeu on va dire sociétal de la robotique humanoïde, c'est l'aide aux personnes, que ce soit physique ou physiquement ou mental. Voilà, donc on va essayer de faire maintenant un petit état des lieux, alors il date un petit peu, il date de 2015, hein, sur ce que les robots humanoïdes savent faire actuellement. Donc pour ça je voulais parler un petit peu du challenge de la DARPA. Donc la DARPA, c'est l'équivalent de ministère de la Défense aux États-Unis, voilà, qui a financé en fait un petit challenge pour un peu voir où en sont les robots humanoïdes de nos jours. Donc la compétition a eu lieu de 2012 à 2015, donc les épreuves finales ont eu lieu en 2015. Voilà, le but était de développer des robots terrestres qui pouvaient accomplir des tâches complexes dans des environnements dangereux, dégradés et construits par et pour l'homme. Donc voilà, comment un robot pouvait agir de façon autonome dans un environnement fait pour l'homme, mais où l'homme ne peut plus y aller peut-être. Donc il y avait 8 épreuves à faire à la suite, et en gros le champion était celui qui arrivait à faire ces 8 épreuves dans le minimum de temps possible. Donc l'équipe gagnante, elle a reçu un prix de 2 millions de dollars, 1 million et 500 000 dollars pour le deuxième et le troisième. Donc ça c'est les images officielles qui viennent du site de la DARPA. Donc quand ils ont lancé le concours, donc ça c'est les images qui datent de 2012 à peu près. Donc dans ces 8 étapes, il y avait donc d'abord conduire un véhicule utilitaire, donc pour se rendre sur place, hein. Se déplacer dans des décombres, voilà, donc dans des chemins, enfin des choses pas très structurées, quoi, pas un sol bien plat. Retirer des débris, voilà, qui gênent pour passer. Entrer dans un bâtiment, enfin, si on veut faire par exemple aller faire de la veille dans une centrale, ouvrir une porte, ça paraît être un peu le standard, quoi. Monter sur une échelle et passer et traverser une passerelle. Utiliser un outil et pour percer un panneau en béton. Alors dans le test, le panneau en béton, il n'était pas très très épais, hein, mais voilà, c'était un peu le principe. Donc rechercher et fermer une vanne près d'un tuyau qui fuit. Donc là vraiment c'était juste la vanne, il ne fallait pas détecter que le tuyau fuyait. Et connecter un tuyau d'incendie et tourner sur une vanne. Donc ça c'était les 8 challenges qui étaient prévus au départ. Donc il y a eu 25 équipes en fait qui se sont inscrites pour participer. Donc il y a beaucoup d'équipes des États-Unis, il y en a quelques-unes de l'Europe et du Japon et de la Corée. Voilà, donc le vainqueur en fait du DARPA, c'est le robot coréen du KST. Donc encore une fois l'équivalent du CNRS en fait coréen. Le DRC Hubo. En fait voilà, j'ai mis la vidéo ici. Donc la vidéo elle est un petit peu longue, c'est la vidéo en fait de résolution du challenge, quoi. Donc on voit ici le robot il arrive, il conduit. Alors vous allez vite voir un petit peu que
que les Coréens ont mis un peu une technique, une stratégie en place. Certains pourraient dire que c'était déloyal, alors je suis pas là pour juger, mais voilà, c'est juste important de montrer que en fait ils avaient un problème, contourner le problème, ça permet toujours de le résoudre. Le problème c'est la marche des robots humanoïdes. Donc, en mettant des petites roulettes comme ça et des petits moteurs, ils ont réussi à faire avancer le robot, ce qui a permis notamment de résoudre pas mal de problèmes de marche et de stabilité. Donc il y a beaucoup de robots qui sont tombés du fait de la marche, et par cette solution là qui est tout à fait envisageable en situation réelle, hein, il n'y a pas de souci. En fait leur robot il a permis quand même de faire pas mal de choses. Donc là le robot il devait attraper un outil et percer dans le mur, donc là on va voir un petit peu des petits bugs. Donc le robot prend l'outil, normalement on s'attendait à ce qu'il aille le faire, donc il repose l'outil à côté, on en va tomber un autre, je sais pas trop pourquoi. Et là il va essayer de se repositionner pour rattraper l'outil. Donc on voit là sur la tête, il y a une espèce de lidar qui permet d'avoir un truc qui bouge au noir là, qui permet d'avoir une visualisation un peu en 3D de son environnement et de l'outil. Et donc là du coup il va réussir à venir faire le trou dans la pièce. Il l'a mis en route. C'est un petit peu cette étape là qui est un petit peu longue. Il éteint son outil, il le pose et là il va faire d'autres choses. Je vais avancer un petit peu parce que c'est pas les parties les plus, on va dire, les plus intéressantes ici. Donc là il devait débrancher une prise. Alors oui, il y a une adaptation dans les règles, hein. Donc ils ont un peu simplifié, on va dire, les épreuves. Vous voyez même que là juste brancher une prise c'est quand même assez difficile pour un robot. Alors ça peut paraître simple, hein, pour les humains. Pour un robot qui a des flexibilités, du jeu un petit peu dans les articulations, aller brancher une prise dans un truc d'un millimètre, c'est pas facile. Toujours en situation réelle, hein, pas dans un environnement, on va dire, structuré, industriel, où les choses bougent pas, sont pile poil où il faut pour s'adapter, etc. C'est pas super facile. Donc là il y avait la tâche enlever les débris. Donc la solution qu'a utilisé le robot, c'est, vous voyez, avec ses pieds il pousse les débris, tout simplement. Bon, ça marche, il avance, les débris sont poussés. Voilà. D'autres ont essayé de passer par les parpaings à côté, ils sont tombés. Eux, c'était leur solution. Donc voilà. Donc là, une des dernières étapes, c'était de monter finalement sur le podium. Et là, vous voyez ici que le robot, finalement, il n'a pas vraiment de devant ni derrière. On pourrait dire là qu'il a les genoux en autruche, ou je sais pas comment on pourrait dire. Il a les genoux derrière et du coup, il va essayer de monter. Alors je sais pas si vous avez fait attention pendant tout le temps, la vidéo en bas à gauche là, vous voyez qu'elle est quand même super accélérée, hein, on n'est pas du tout en temps réel. Donc ça prouve encore que voilà, vous voyez les humains à côté quand même qui vont vachement vite. Donc on n'est pas du tout sur du temps réel encore au niveau du DARPA. Alors pour me faire un petit peu plaisir aussi, évidemment là c'est quand tout se passe bien. Il y a quand même eu beaucoup d'échecs sur ce concours. Je vous ai mis le lien là, vous pouvez retrouver la vidéo, il y a même la petite musique. Et sur les échecs, finalement les ratés du DARPA, donc il y en a pas mal. Donc je vous laisserai regarder la vidéo, hein, si vous le souhaitez. Voilà. En 2015 en tout cas, on n'était pas encore au fait de savoir ne serait-ce que marcher sur un sol meuble ou à traverser des parpaings comme ça un peu mal mis. Voilà. Alors, de nos jours, attention, c'est pas l'état de l'art, hein, mais je voulais quand même mettre cette petite vidéo, c'est pour montrer certaines dernières manips qu'a fait Boston Dynamics. Donc Boston Dynamics qui crée ces robots et qui met en ligne des vidéos comme ça, qui sont assez bluffantes, où les robots font quand même des mouvements relativement dynamiques. Avec quand même pas mal de... Il y a des sauts, il y a des phases où il est complètement en l'air, il y a l'asservissement, le contrôle de l'équilibre qui est vraiment pas mauvais, notamment le contrôle de la marche, on va voir sur les images après.
Donc attention là, je dis pas que c'est les meilleurs, je me targue pas de tout connaître, mais en tout cas actuellement c'est ceux qui mettent les vidéos les plus impressionnantes, en tout cas en ligne. Voilà. Le problème c'est qu'on sait pas du tout comment ils font. Il n'y a aucune communication sur les algos qui sont mis en place pour faire ça. Voilà, c'est leur secret. Hein. Donc voilà, là le robot il doit porter des charges quand même assez lourdes pour les mettre sur les étagères. Donc on est quand même dans du pré-industriel, hein, où le robot devra aller chercher des poids et les mettre. Voilà, donc c'est assez difficile de trouver des infos sur l'autonomie du robot et des choses comme ça quand même. Donc on a des belles vidéos, on a des résultats. Donc là on voit que voilà, il y a un humain qui va venir perturber un peu le robot en le poussant, etc. L'équilibre il est vraiment pas mauvais. Mais on n'a vraiment pas d'infos. Alors celle-là elle est quand même assez bluffante, hein, c'est une vidéo de parcours. Donc on voit quand même que les actionnaires ils sont vraiment pas mauvais parce que ils ont quand même d'un coup des mouvements assez dynamiques. C'est quand même assez impressionnant. De voir un petit peu ça. Donc je vous ai mis le lien, hein, ça des extraits d'une vidéo un peu plus longue. Si vous voulez voir un petit peu plus. Donc voilà, en tout cas, sur des mouvements, on ne sait pas combien de temps ils mettent pour faire les calculs, pour générer le mouvement, on ne sait pas si c'est du temps réel. On n'a vraiment pas d'infos dessus, mais c'est quand même les mouvements qui sont actuellement les plus impressionnants là-dessus. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu à quoi peuvent servir les robots et ce qu'ils sont capables de faire, donc actuellement on va dire ils sont quand même pas capables d'aider une personne à sortir de son lit concrètement, mais ça va venir. La question qu'on peut se poser qu'on a quand on dit on travaille en robotique humanoïde, c'est vrai, tu fais des robots qui vont supprimer les emplois. Donc j'ai voulu essayer de répondre un peu à cette question, c'est les robots vont-ils supprimer des emplois à long terme? Donc j'ai pas une réponse moi, je veux juste citer une étude. En fait, une étude du cabinet Deloitte, donc sur le pays de Galles, alors c'est sur l'Angleterre, donc ouais, c'est nos amis outre-Manche, voilà, qui montre en fait que depuis 140 ans en fait, il y a eu des destructions des emplois à tâches répétitives, donc c'est l'industrialisation en général, hein, la modernisation. Il n'y avait pas de robotique humanoïde il y a 140 ans, hein, mais là c'est que la technologie en fait a fait des destructions des emplois à tâches répétitives. Donc dans l'agriculture, on a eu à peu près donc il reste à peu près que 5% des emplois par rapport à 1871. Donc oui, ça fait c'est divisé par 20 quoi, donc c'est assez énorme. Cependant en fait, ils mettent bien en avant dans leur rapport que l'innovation technologique, elle va pas se substituer à l'homme, mais seulement en fait à sa force physique, à ses muscles, et qu'en fait, même si du coup elle va supprimer des emplois physiques difficiles, pénibles, mais elle va venir créer des emplois dits intellectuels dans le tertiaire, de la gestion, des choses comme ça. Donc la robotique, elle ne supprime pas des emplois, hein, c'est un peu la conclusion de leur rapport. Par contre, elle va transformer un peu la société, donc transformer le type d'emploi qu'on va avoir. Donc leur conclusion, voilà, c'est la destruction d'emplois a été plus que compensée par une rapide augmentation du nombre d'emplois dans le secteur des services, des soins, attention, de la création ou encore des affaires, donc les soins, notamment les soins à la personne. Voilà, un petit peu leur conclusion. Donc l'histoire nous montre que non, les techniques et les nouvelles technologies n'ont pas supprimé des emplois, ils ont simplement un petit peu changé. Et en fait, j'aimerais finir cette vidéo qui était un petit peu longue. Je suis désolé, pour une fois, je fais une vidéo un peu longue. Voilà, en 2007, en fait, l'INRIA, qui est un institut national de la recherche en informatique et c'est automatique, je pense pas. A fait un grand séminaire donc pour les 40 ans en réunissant tous les personnels de l'INRIA. Et à cette occasion, en fait, Michel Serres, un académicien, aujourd'hui décédé, avait fait une présentation sur les nouvelles technologies, etc. Je voudrais juste en fait partager avec vous sa conclusion. Vous avez le lien YouTube, vous avez toute la vidéo aussi, mais je vais juste finir un petit peu la conclusion. Bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents.
nous allons devenir intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Voilà, donc une espèce de conclusion là, de ce petit cours en fait, c'est que voilà, les robots humanoïdes, les nouvelles technologies, donc ça c'est Michel Salin, les nouvelles technologies, et j'inclus donc moi les robots humanoïdes, nous ont condamnés à devenir intelligents. Donc voilà, j'ai essayé de faire une petite vidéo qui montre un peu l'historique, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut faire des robots humanoïdes, et essayer de tordre le cou, en tout cas, cette fausse idée qui dirait que les robots humanoïdes en fait vont supprimer des emplois. Non, ils vont sûrement transformer la société, la faire évoluer positivement, ça l'avenir nous le dira, mais bon, voilà, ils vont faire évoluer la société et donc forcément faire évoluer les métiers qu'on aura dans cette société. Voilà, j'espère que ça a été à peu près clair et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.